20h, bienvenue à tous. Nous sommes toujours très contents de vous retrouver sur RTI 1 pour le grand tour de l'actualité nationale et internationale. 2023, année de la jeunesse, le gouvernement ne cesse de matérialiser cette décision qui a été prise par le chef de l'État. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté 4 décrets portant notamment sur le service civique et le volontariat des jeunes. Le Premier ministre Patrick Achi a accordé ce mercredi à la primature une audience au PPACI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Point saillant des échanges, l'absence de l'ancien président Laurent Gbagbo de la liste électorale. La pluie est aussi à la une de l'actualité. Elle fait parler d'elle en ce moment. Le ministre de l'Hydraulique s'est rendu sur le chantier de 2 barrages écrêteurs en construction à Bingerville. Leur rôle, retenir l'eau de pluie en vue d'éviter les inondations dans cette zone en plein essor immobilier. Et puis ces attaques terroristes au Burkina Faso, le pays pleure la mort de 18 de ses fils. 4 militaires et 14 volontaires pour la défense de la patrie ont tous trouvé la mort lors d'un accrochage avec un groupe armé terroriste dans le centre-est du pays. Bonsoir à tous. Nous sommes le 7 juin et c'est jour de Conseil des ministres. Comme chaque mercredi, le gouvernement ivoirien s'est réuni sous la présidence du chef de l'État. Les projets en faveur de la jeunesse ont eu la part belle. Jérôme Kofi Abolin nous propose un compte-rendu. Le Conseil des ministres sous la haute direction du président de la République, Alassane Ouattara, tenu ce mercredi 7 juin 2023 au palais présidentiel. Première grande décision, c'est le projet de loi sur les règles procédurales du régime de l'extradition. Ce texte prévoit, suivant les principes fondamentaux des droits de l'homme et de la personne humaine, les différentes étapes de la procédure lorsque l'extradition est requise par un État, selon la voie ordinaire ou en cas d'urgence. Il spécifie en outre les acteurs judiciaires et ceux non judiciaires qui interviennent au cours des différents types d'extradition, précise leurs compétences respectives et identifie les décisions susceptibles d'être prises ainsi que les modalités de leur annulation. Outre ce projet de loi, plusieurs projets de décret. En citant quelques-uns, on commence par le décret pris en vue de la protection de toute la chaîne alimentaire. Ce décret est un décret modificatif du décret du 22 mai 2013 portant attribution, organisation et fonctionnement du laboratoire national d'appui au développement agricole, dénommé donc en abrégé l'ANADA. Ce décret vise à mettre en place un dispositif de contrôle des denrées alimentaires en cohérence avec les standards internationaux, et cela dans le but de couvrir tous les secteurs de la chaîne alimentaire. Il renforce les missions et les capacités du LANADA afin de protéger davantage les consommateurs ainsi que notre économie nationale. À noter par ailleurs la mesure prise par le Conseil en lien avec la réglementation des aménagements en matière de boulangerie. Ce décret détermine, dans cette perspective, les conditions techniques de construction et d'aménagement d'une boulangerie, ainsi que les conditions spécifiques d'ouverture et d'extension des activités de boulangerie. Il précise les différentes spécifications techniques relatives à la qualité du pain et définit les mesures d'hygiène qui pèsent sur les professionnels du secteur, notamment ceux intervenant dans la vente et la distribution des produits de boulangerie. Aussi, il prévoit un organe chargé de la régulation du secteur en vue d'éradiquer définitivement les boulangeries clandestines et insalubres, ainsi que la manipulation et le transport du pain dans des conditions inappropriées. Autre chose, cela concerne la promotion de la jeunesse. Et à ce titre, le Conseil fait cas de ce qu'il convient d'appeler Office du service civique national pour les jeunes. Ce décret porte sur l'attribution
l'organisation et le fonctionnement de l'Office du service civique national, en abrégé OSCN. Ce décret intervient en prélude à la construction et à l'équipement de nouveaux centres de service civique pour un coût estimé à 21 milliards de francs CFA. Ces nouveaux investissements devraient permettre de prendre en charge 60 000 jeunes à l'horizon 2025. Il réorganise le mode de gestion de l'Office du service civique national en faisant l'option d'une nouvelle gouvernance axée sur une gestion décentralisée et flexible en vue d'une prise en charge appropriée et efficace des grands effectifs de pensionnaires prévus. Il prévoit également, dans cette perspective, un département en charge de la planification et des statistiques de façon à mesurer dans l'espace et dans le temps l'impact effectif de l'action de l'OSCN. Aussi, faut-il noter, à la suite de cette réunion du Conseil, la réaction du porte-parole du gouvernement à la question d'un journaliste relative à la conférence de presse annoncée par le PPACI sur l'augmentation prochaine du prix de l'électricité en Côte d'Ivoire et toujours selon ce parti, à la demande du FMI. Le secteur de l'électricité, c'est vrai, il est déséquilibré, mais l'État fait tout pour le moment pour que les Ivoiriens n'aient pas à subir donc de grands contre-coups. Et l'État continuera de le faire. Beaucoup de pays autour de nous ont déjà réajusté leurs tarifs. Et nous-mêmes, si vous vous souvenez, en 2015, nous avons dû procéder à un réajustement tarifaire. Si ce réajustement s'impose à nous, nous le ferons et nous l'assumerons. Il faut que les gens arrêtent de penser que l'État est capable de fourberie et que c'est eux qui ont des scoops, qui vont annoncer des choses. Nous sommes dans un État qui s'assume. Nous sommes dans un État qui sait prendre les décisions qu'il faut dans l'intérêt de la population. Le 14 juin, c'est la date du prochain Conseil des ministres. Et c'est bien dans une semaine. Conseil des ministres de ce jour, le porte-parole du gouvernement a également réagi aux propos de l'évêque de Deloa qui officiait un culte depuis Agboville. Il s'est exprimé sur l'action gouvernementale. Nous écoutons le porte-parole du gouvernement à ce sujet. Nous avons tous vu cette vidéo circuler. Je pense que l'évêque a lui-même simplifié les choses. Nous ne sommes pas dans le même monde. Moi, mon monde, c'est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un citoyen ne fait pas plus de 5 km avant de trouver un centre de santé. C'était une volonté du chef de l'État, cela a été atteint. Moi, mon monde, c'est qu'un enfant ne fait pas plus de 5 km pour aller au collège. Et avec tout le programme de collège de proximité qui a été développé, cet objectif a été atteint. Moi, mon monde, c'est faire en sorte que les étudiants n'aient plus à venir vers la seule université que nous avions. Et qu'aujourd'hui, j'ai une université à Korogo, grâce au président Ouattara. J'ai une université à Daloa, grâce au président Ouattara. J'ai une université à San Pedro, grâce au président Ouattara. J'ai une université à Mans, grâce au président Ouattara. L'université d'Odiéné est en train de sortir du sol, de même que l'université de Bondokou. Et quand j'ajoute l'université d'Abobo-Adjamé, que le président avait déjà initiée, plus l'université de Bouaké, qui a été sa création lorsqu'il était Premier ministre, ajouter à cela l'université virtuelle, ça nous fait 9 universités qui sont l'œuvre du président Alassane Ouattara. Sur les 10 que compte notre pays. C'est ça mon monde. Moi, mon monde, c'est l'autoroute qui arrive jusqu'à Bouaké. C'est dans ce monde que je vis. Je ne peux pas dire s'il est invisible ou s'il est réel. Mais comme l'évêque et moi ne sommes pas dans le même monde, je ne fais pas plus de commentaires que cela. Et vous me voyez ici tous les mercredis, et je n'ai pas de gilet pare-balles, à moins que je l'ai oublié.
En politique, le nom de leur leader ne figure pas sur la liste électorale. Des responsables du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, ont abordé la question avec le Premier ministre Patrick Achi qui les a reçus. Alexis Ouedraogo nous fait le point de cette rencontre. À la primature, ce mercredi, une délégation du PPACI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Elle est venue s'entretenir avec le chef du gouvernement Patrick Achi pour une solution politique à l'absence sur la liste électorale de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo, par ailleurs président du PPACI. Les recours étant épuisés, pour nous, il fallait envisager une solution politique à ce problème que nous considérons comme étant politique. Nous avons échangé sur ce point avec M. le Premier ministre, entouré de ses collaborateurs, et nous avons rendu compte à notre mandat des échanges que nous avons eus. Et je pense que dans le cadre du suivi de la 5e phase du dialogue politique, nous allons en discuter. Dans tous les cas, le dialogue n'est pas rompu. Nous allons continuer le dialogue. La commission électorale indépendante, CEI, a procédé à l'affichage de la liste électorale depuis le dimanche 28 mai dernier, ouvrant ainsi la phase du contentieux électoral. Ils ont eux aussi été reçus par le Premier ministre Patrick Achi, les chefs de gouvernement du Gabon et du Cameroun, présents en Côte d'Ivoire pour le 10e Africa CIO Forum. 2 jours de travaux autour des problématiques économiques prioritaires pour le continent. Avant de quitter Abidjan, ils ont donc eu une rencontre avec le Premier ministre ivoirien, Alexis Ouedraogo. Le Premier ministre du Gabon et celui du Cameroun ce lundi à la primature. Au terme de la cérémonie officielle d'ouverture de l'Africa CEO Forum, ils sont venus tour à tour échanger avec le Premier ministre ivoirien Patrick Achi. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, leur histoire ne commence pas aujourd'hui. Nous sommes des amis depuis l'indépendance. Nous voudrions vraiment féliciter la Côte d'Ivoire pour ce qu'elle a pu faire. Depuis quelque temps, nous avons vu sur le plan infrastructurel, nous avons les mêmes challenges et c'est important que nous nous apprenions les uns des autres, ensemble. Je suis venu également traduire au nom du chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, tous les sentiments d'amitié, de fraternité que nous avons avec la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien. Et nous avons bien sûr fait le tour de quelques sujets d'intérêt commun en matière de coopération, mais aussi en matière économique, avec plusieurs domaines qui peuvent nous intéresser, tels que l'agriculture, avec la question de la sécurité alimentaire, l'industrie, la petite industrie, le transport et d'autres sujets que nous avons pu explorer. L'Africa CEO Forum, créé depuis 2012, est le rendez-vous continental du secteur privé. Les hommes d'affaires mauriciens, eux aussi sur les berges de la lagune ébriée, pour cette rencontre de haute portée économique en une séance de travail avec leurs homologues ivoiriens. Il a été question de renforcer la coopération économique entre Maurice et la Côte d'Ivoire en vue d'aboutir à une croissance partagée. Lancine Bakayoko. Ce forum économique vise à promouvoir les relations d'affaires, les investissements et le commerce entre Maurice et la Côte d'Ivoire. Une initiative de la représentation diplomatique ivoirienne en Afrique du Sud, représentation qui couvre aussi l'île Maurice. Maurice, un pays diversifié et multiculturel qui offre un éventail d'opportunités d'investissement dans différents secteurs. Le secteur le plus important, c'est le secteur du tourisme, qui est vraiment l'essence même de l'économie mauricienne. Comme vous le savez, Maurice aussi est champion dans le textile et enfin le secteur de la canne à sucre. Ces rencontres bilatérales avec les opérateurs économiques mauriciens, un rendez-vous du donner et du recevoir, raison pour laquelle les patrons ivoiriens ont présenté les opportunités pour les produits Made in Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne les différents clusters à Boaké et autres, nous cherchons des investisseurs et sur un besoin de financement de 59 000 milliards, l'État nous demande de produire 74%. Et pour ça, nous avions besoin de l'île Maurice. Les acteurs économiques mauriciens, très actifs sur les marchés étrangers, ont montré de bonnes dispositions à accompagner la Côte d'Ivoire dans un partenariat gagnant-gagnant. Je vois un potentiel énorme ici.
Parce que si vous regardez, vous sentez une énergie, vous sentez un dynamisme que vous ne voyez pas dans les pays autour de vous. Aujourd'hui, quand on est venu ici au forum, on est en train de regarder comment attirer les investisseurs, comment aller de l'avant avec les affaires. Les exportations mauriciennes vers la Côte d'Ivoire en 2022 sont d'à peine 150 millions de francs CFA, tandis que les importations en provenance de la Côte d'Ivoire tournent autour de 2 milliards de francs CFA. Restons sur place au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, transformé pour l'occasion en capitale économique de l'Afrique avec plus de 1800 décideurs du secteur public et privé. Ces chefs d'entreprise s'engagent à soutenir les initiatives dans le secteur des énergies renouvelables, une réponse aux défis du changement climatique. Le commentaire de Didier Nguessan. L'Afrique est aujourd'hui frappée de plein fouet par les effets du réchauffement climatique. Pourtant, elle n'est responsable que de 3% des émissions de gaz à effet de serre, selon la Banque mondiale. Une situation qui préoccupe les chefs d'entreprise présents à l'Africa CEO Forum 2023. Ces décideurs consacrent une réflexion sur la nécessité d'accroître le financement des projets dans le domaine des énergies renouvelables. Kinapara Koulibaly, directeur général du BNET, veut mettre à contribution l'expertise de sa structure. Aujourd'hui, les financements pour ce type de projet existent, mais c'est difficile d'avoir de bons projets dans ce secteur. Donc, une solution est d'avoir des fonds de préparation pour pouvoir bien préparer ces projets, pouvoir faire de bonnes études, des études précises, des études détaillées qui permettront plus tard de pouvoir développer plus facilement ces projets. C'est là où le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, peut effectivement intervenir pour pouvoir faire des études pour permettre de développer plus facilement ces projets. Selon le rapport du cabinet Bloomberg NFE publié à l'occasion de la COP 27, les investissements dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique ont chuté de 35% en 2021. Le continent ne représente que 0,6% des 434 milliards de dollars investis dans les énergies renouvelables à travers la planète. Cette table ronde de l'Africa CEO Forum pourrait contribuer à changer la donne. Et c'est une rencontre d'Abidjan qui aura tenu toutes ses promesses. Elle a pris fin hier soir sur de bons points. Il a entre autres été annoncé l'organisation prochaine de l'Africa Financial Industry Summit les 28 et 29 novembre prochains à Lomé. Dans l'actualité parlementaire, l'adoption du projet de loi portant modification de la loi de 2014 sur le fonctionnement du district autonome. La modification concerne l'article 8. Les conseillers régionaux auront désormais des représentants dans le conseil du district autonome. Moussa Konaté et Sylvestre Nguessan. Les conseillers régionaux auront des représentants dans le conseil du district autonome. La loi 2014 portant création, attribution et fonctionnement du district autonome ne prenait en compte que les conseillers municipaux et autres personnalités reconnues pour leurs compétences. L'État de Côte d'Ivoire souhaite une participation active de toutes les collectivités dans la gestion des districts autonomes. Une ordonnance a donc été prise pour modifier la loi en vigueur. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est face à la Commission des Affaires générales et institutionnelles pour sa ratification. Cette ordonnance modifie l'article 8 de la loi numéro 2014-452 du 5 août 2014 portant mode de création, attribution, organisation et fonctionnement du district autonome afin que celui-ci dispose dorénavant que 2/3 des membres du conseil soient désignés au sein des conseils régionaux et des conseils municipaux des communes qui composent le district autonome sur la base du tableau des 10 conseils. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance portant modification de la loi portant création et fonctionnement du district autonome est adopté par la majorité des députés présents. En cette période pluvieuse, le gouvernement ivoirien met l'accent sur la prévention des risques. Le ministre de l'Hydraulique est depuis plusieurs semaines sur le terrain. Bouaké Fofana s'est rendu hier dans la commune de Bangerville. 2 barrages écrêteurs y sont en construction. Ils jouent le rôle de bassin de retenue d'eau en vue d'éviter donc les inondations, surtout dans cette zone en plein essor immobilier. Serge Pakom Didi et Grace Kando.
2 barrages de retenue d'eau en cours de construction dans la commune de Bingerville pour réguler le débit des eaux pluviales. Le ministre Bouaké Fofana sur les lieux pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Ça, c'est des ouvrages de drainage, de retenue d'eau pour réduire les risques d'inondation. L'an dernier, à l'entrée de Bingerville, on a eu quand même une catastrophe là-bas. L'eau est passée au-dessus du Dalo et ça fait beaucoup de dégâts en aval. Donc c'est pour prévenir ce type de catastrophe-là qu'on a initié ces 2 projets. Ce que nous essayons de mettre en œuvre, c'est le schéma directeur de la ville d'Abidjan qui a ses phases prioritaires. Nous construisons ici des barrages écrêteurs. Nous travaillons sur des bassins versants. Le bassin versant d'ici, son exutoire, c'est à l'entrée de Bingerville. Ces travaux d'ouvrage de 200 hectares de superficie pour le barrage d'Akandié et 136 hectares pour celui de la cité Projim seront achevés respectivement en décembre 2023 et dans le premier trimestre de 2024. Des ouvrages déjà mis à contribution au cours des récentes pluies survenues à Abidjan. Nous avons pris des mesures d'urgence. Il y a des travaux qui ont été faits. On a complètement curé l'exutoire. Toutes ces eaux-là aboutissent quelque part avant d'être drainées vers la lagune. Donc il va fonctionner en pleine capacité. Le premier qu'on a vu, c'est Akandié et ici, c'est Promogim. C'est vrai, il y a la grande saison de pluie, mais avec les changements climatiques, on peut toujours avoir une pluie exceptionnelle qui est complètement hors saison. C'est pour cela que pour réduire les risques vraiment de façon durable, il faut construire les ouvrages. C'est ce que nous faisons. Nous avons un schéma directeur d'assainissement et de drainage. Nous essayons, n'est-ce pas, de mettre en vigueur, mettre en œuvre ce schéma directeur. D'autres barrages de drainage des eaux pluviales seront bientôt construits dans le district d'Abidjan. En attendant l'indemnisation des populations, les riverains sont appelés au respect des ouvrages déjà fonctionnels. La robotique et l'intelligence artificielle font leur entrée dans le domaine de l'éducation nationale. Le projet de formation à l'endroit des enseignants vient d'être présenté. Il vise dans un premier temps à introduire la digitalisation dans l'enseignement et cela dès le préscolaire. Sephora Zegui et Aboulaye Kone nous donnent des précisions. Sur cet écran d'ordinateur prennent forme des petits Lego virtuels, une succession de figures complexes grâce auxquelles les enfants des classes de maternelle jusqu'en terminale pourront s'adonner au codage informatique et apprendre l'intelligence artificielle. Une initiative de SAH Analytics International appuyée par la République de Corée du Sud. Déjà, la formation se passe en plusieurs étapes. La première étape consiste à former les formateurs. Et donc, ces formateurs ont été choisis par les inspecteurs d'enseignement primaire pour pouvoir ensuite former les élèves. La République sud-coréenne, ainsi imprégnée de la technologie, veut accompagner la Côte d'Ivoire afin de l'aider à lutter contre la fracture numérique qu'elle connaît. La Corée a beaucoup de projets de développement ou coopération avec la Côte d'Ivoire, mais je pense que ce qui est important, c'est de ne pas oublier la technologie de pointe, surtout à l'ère de la 4e révolution industrielle. La cérémonie d'aujourd'hui va marquer le début de notre coopération dans ce domaine et notre ambassade aussi va contribuer pleinement aux efforts. Si le gouvernement ivoirien affiche sa volonté de faire du numérique un levier de transformation de son système éducatif, ce projet se veut le point de départ d'une série d'actions de la politique d'éducation au numérique. C'est réduire la fracture numérique et faire en sorte que la digitalisation fasse partie de l'enseignement dès le préscolaire. C'est tout le système éducatif ivoirien qui entend profiter de cette technologie révolutionnaire. La phase pilote du projet d'initiation à la robotique et à l'intelligence artificielle sera réalisée à Sinematiali, Ferkessédougou et Bundiali. Rappelons que plusieurs personnalités de haut rang ont pris part à la cérémonie de présentation. On reste dans l'éducation avec l'ouverture ce matin des épreuves orales du BEPC. Les élèves en classe de 3e démarrent ainsi leur examen de fin d'année. Amidia Rassouba et Didier Nguessan. Lycée classique d'Abidjan, démarrage ce mercredi 7 juin des épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BEPC. L'anglais est la seule matière de composition. Arnaud Brou vient de finir son examen.
Il juge abordables les épreuves. C'était bien passé, c'était bien préparé déjà. Donc, il y a quelques il a trouvé ça un peu facile. Il y a quelque chose sur le test. Pour cette première journée, Stéphane Gogoua, professeur d'anglais, trouve le niveau peu satisfaisant. Le niveau, de façon générale, bon, ce n'est pas satisfaisant. Non pas parce qu'ils sont nuls, non, mais il faut dire qu'il y a un peu de, disons, un désintéressement. Et donc, souvent, il y a des questions élémentaires qu'on pose, ils ne sont pas capables de répondre. Mais quand même, il y a certains qui arrivent à le faire vraiment correctement. Assis ou debout, chaque candidat attend son heure de passage. Ces épreuves orales vont prendre fin le samedi 10 juin prochain pour laisser place aux épreuves écrites le lundi 12 juin pour prendre fin le vendredi 16 juin prochain. La proclamation des résultats est prévue le 5 juillet 2023. À Soubray, le projet Pro-Diversification vient d'être lancé. Il vise à améliorer la production halieutique en Côte d'Ivoire. Le gouvernement lance ainsi 2 projets distincts dans le district du Bassa-Sandra pour plus de 1 milliard de francs CFA. Sam Conan. À San Pedro, le projet lancé par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, concerne la diversification des ressources halieutiques, dénommé Pro-Diversification. Un projet salué par les aquaculteurs. Quand vous menez une activité pendant des années et des années qu'il n'y a pas d'amélioration, à un moment donné, vous êtes un peu découragé. On sent aujourd'hui un soutien politique. Ce projet permettra d'améliorer le niveau de production nationale qui en a besoin et de diversifier les différentes souches dont a besoin vraiment l'aquaculture pour pouvoir évoluer. Faire la promotion de l'aquaculture en diversifiant les espèces de poissons, afin de booster la production nationale en ressources halieutiques. En mettant en place ce projet, l'objectif était de diversifier les spéculations dans l'assiette des Ivoiriens de sorte à ce qu'au-delà de la carpe, au-delà du tilapia, ils puissent avoir d'autres types de poissons à haute valeur nutritive. Ce projet nous aidera à identifier les spéculations qui sont les plus adaptées à nos eaux. L'année 2023, déclarée année de la jeunesse par le chef de l'État, Sidi Touré invite les jeunes à s'intéresser aussi à l'aquaculture. Nous sommes dans une logique qui vise à créer tout un ensemble d'acteurs dans le cadre d'un écosystème qui est en pleine construction. Donc c'est dit que depuis la production jusqu'à la transformation et même jusqu'à la mise au marché, nous avons besoin de jeunes Ivoiriens qui puissent s'intéresser à ce secteur. D'une durée de 3 ans, le projet Pro-Diversification, avec un budget global d'1,2 milliard de francs CFA, couvre l'ensemble du pays, avec pour point d'ancrage San Pedro. Dans l'actualité politique, le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, pour les élections municipales à venir a été présenté. Le candidat donc pour Yamoussoukro se nomme Kwasi Kwame Patrice. Le commentaire de Sidonie Davila. Kwasi Kwame Patrice, dit KKP, investi à Yamoussoukro, candidat au municipal 2023 sous la bannière du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il bénéficie du soutien de son prédécesseur, Nyanangbe Kouadio, à qui KKP a traduit toute sa reconnaissance. Je remercie le président Bédié, avec la bénédiction de mon grand frère, le vice-président Nyanangbe. Je vous invite dès le lendemain de l'élection municipale du 2 septembre, c'est de nombreux cas qu'on doit prendre pour aller à Daokrobodi. Merci au président Bédié, lui apporter la victoire du PDCI là-bas. Le vice-président du parti appelle à la mobilisation de toute la population derrière le candidat du PDCI RDA. En quelques semaines, notre candidat, notre frère Kwasi Kwame Patrice, du KKP en appelé, et sa liste soit proclamé vainqueur de l'élection municipale 2023 ici à Yamoussoukro. Les élections locales vont se tenir le 2 septembre prochain et ce sont 27 candidats sur 31 régions qui vont compétir sous la bannière du PDCI RDA sur toute l'étendue du territoire. Je ne suis plus seule sur ce plateau. Le directeur marketing, communication et digital de la RTI vient de me rejoindre. Monsieur Saïfoulaye Koné, bonsoir. Bonjour Fatou. Alors les nouvelles sont très très bonnes pour la RTI, notre maison commune. Absolument. Nous venons donc de recevoir un prix.
Oui, absolument. Il s'agit du prix Brand Africa 100 qui célèbre en fait les marques africaines les plus admirées sur le continent. Et aujourd'hui, sur le plan des médias, la RTI, tout comme il y a 2 ans, a recueilli le prix de la marque média la plus admirée en Côte d'Ivoire. C'est donc la 2e fois consécutive que la RTI remporte. Pas consécutive, parce que c'est une autre marque qui l'avait pris au niveau média l'année dernière. Donc ce qui montre bien que cet organisme qui est Brand Africa et en collaboration avec Opinion Public est totalement indépendant dans la manière dont il détermine les résultats. En quoi est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce nouveau prix valorise donc le groupe RTI ? Écoutez, c'est un peu le couronnement des efforts sur le plan humain, on va dire, de toute l'abnégation que toutes les directions confondues, la RTI a tous les jours en fait de pouvoir donner le meilleur aux Ivoiriens et à ses téléspectateurs. Et puis c'est également aussi sur un plan un peu moins émotionnel, mais plutôt très pragmatique, la somme du dynamisme dont fait preuve ce groupe RTI qui a su se transformer et s'adapter à travers le temps sous la houlette de notre directeur général, M. Fosséni Danbélé. Il y a beaucoup de résilience dans tout cela. On a envie de savoir tout de suite sur quelle base ce prix a été décerné, quels ont été les critères qui ont milité donc en faveur de la RTI. Alors, les critères qui ont milité, je pense en fait que ce prix est d'abord le prix de ceux qui ont voté pour nous. Donc c'est pour les Ivoiriens. Mais sur le procédé, il est totalement indépendant puisque je veux dire, la RTI n'a même pas son mot à dire dans ce classement-là. Il est fait par Brand Africa qui existe depuis 2010 et puis les éléments sont, on va dire, avalisés par Kantar qui est un organisme international, par Géopol et Leadership International. Donc je veux dire, en termes de crédibilité, de ce côté-là, ils sont assez transparents. Maintenant, pour nous, cela représente beaucoup. Je veux dire, c'est un engagement, c'est une reconnaissance aussi pour ceux qui ont pensé à nous citer. Ça veut dire qu'on est aimé, on est apprécié. Et vous savez que quand on a un grand pouvoir, on a une grande responsabilité. Donc on a toujours besoin de toujours se remettre en cause et puis d'aller un peu plus loin. Aujourd'hui, on a une belle croissance aujourd'hui sur tout ce qui est supports digitaux. On se rend compte que devant la pléthore d'offres que nos internautes ont, ils nous ont toujours préférés. On a une croissance aujourd'hui qui avoisine les 2,3 millions d'utilisateurs sur YouTube, qui n'est pas négligeable. Et puis les visiteurs uniques, et puis la manière dont ils se connectent, l'interaction qu'on a tous les jours, ça nous insiste vraiment à leur dire merci à nos clients, parce que c'est leur prix, et puis à chercher à se dépasser tous les jours en fait. Ce sont donc des millions de téléspectateurs, d'internautes qui suivent le groupe RTI à travers le monde. Absolument. Qu'est-ce qu'on leur promet ? Quelles sont les perspectives après donc, cette victoire ? Avec l'autorisation de la direction générale, je veux dire que c'est la responsabilité et l'envie de toujours aller plus loin. On a une grosse échéance qui nous attend, qui est la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu que la RTI a su se mettre aux standards internationaux au niveau de son offre digitale. On va continuer, j'imagine, à le faire et essayer de délivrer toujours plus parce que ce dynamisme au niveau éditorial de ce qu'on va proposer va se traduire au niveau marketing, au niveau du marché, au niveau business par rapport aux offres qu'on propose à nos clients. Parce qu'à la fin de la journée, c'est bien d'avoir de l'audience, c'est bien d'être reconnu, mais quand on a la confiance de nos clients, c'est encore mieux. Mais cette confiance, elle est acquise aussi grâce au contenu de qualité que vous mettez à disposition donc, de vos clients, comme vous le dites. Alors, je ne peux pas prendre ces responsabilités. Là, c'est un travail d'équipe. Vous savez que RTI 1, RTI 2, la 3, tous les directeurs et toutes les équipes au niveau de la télé et de la radio, que je salue au passage, se battent tous les jours parce que c'est un combat de chaque instant. Pouvoir déterminer la préférence d'un téléspectateur ou d'un internaute, c'est un combat de tous les instants. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce combat, il a commencé depuis octobre 1962. Donc c'est une continuité. On a su faire preuve de résilience. Aujourd'hui, moi, quand je regarde avec un peu de recul, avant que je ne travaille à RTI, comme la plupart de tous les Ivoiriens, je me suis construit en regardant ces chaînes de télévision, en écoutant la radio, et je ne suis pas le seul. Mais de voir ce groupe-là tenir, être leader et dominer le marché encore aujourd'hui, moi ça donne un frisson et ça montre que tout est possible. Et ça veut dire également aussi que nous devons continuer à mériter cette confiance qu'on a au niveau des Ivoiriens. En tout cas, c'est très bien dit. Merci, M. Saïfoulaye Koné. Je rappelle, vous êtes le directeur marketing, communication et digital de la RTI. Merci infiniment. Nous allons terminer au Burkina Faso. Le tableau de l'actualité n'est pas reluisant. 4 militaires et 14 volontaires pour la défense de la patrie ont trouvé la mort lors d'un accrochage avec un groupe armé terroriste dans le centre-est du pays. Les militaires qui étaient en opération ont réussi à neutraliser une soixantaine de terroristes, également récupéré de l'armement et du bétail selon des sources sécuritaires. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Prudence sur la route surtout en cette saison des pluies et très bonne fin de soirée sur RTI 1.